Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les experts et les passionnés de champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Et aujourd'hui, je reçois le grand docteur Nere Ongene Awana, avec qui j'ai eu une discussion passionnante sur les champignons comestibles et la myciculture en Afrique. C'est parti. Salut les myciculteurs et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille le docteur Nere Ongene Awana. Comment est-ce que ça va, Nere? Mais je vais bien aujourd'hui. Le Cameroun, ça fait pas très chaud ce matin. Le soleil, il est là. Ouais. Ça va, oui. Ok. Alors, docteur Nere Ongwene Awana, vous êtes chercheur en mycologie tropicale et ingénieur en agriculture. Et après plus de 30 années de recherche et d'études universitaires, vous êtes devenu par passion auteur et vous écrivez donc des livres scientifiques sur les champignons. Alors, docteur, Tout- dites-nous, euh, quel a été votre champ d'études sur les champignons que vous avez étudiés? j'ai exploré la taxonomie, l'ethnomycologie, l'influence des champignons sur la croissance des arbres, la croissance et le développement des arbres forestiers. Ok. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est la taxonomie? Parce que je pense que certains membres de notre audience ne vont peut-être pas comprendre ce terme. Simplement dit, la taxonomie, c'est l'étude des taxons. C'est le bon mot, mais en réalité, c'est qu'on veut dire l'étude des espèces de champignons, parce que la notion d'espèce en science, surtout pour les micro-organismes comme les champignons, c'est un peu complexe à définir de façon exacte. Alors, on peut faire parler des taxons. Donc, la taxonomie, c'est l'étude de l'ensemble des espèces de champignons dans une localité. Ok. Genre, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a le taxon des champignons qui ont des lames et le taxon des champignons qui ont des pores? Ça marche, ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. Je vais vous dire, on va en parler dans la suite. Les champignons qui ont des pores, on les appelle des polypores, Oui. oui. Et les Oui. champignons qui ont des lamelles, c'est généralement des agarics, c'est des pleurotes. On va en parler dans la suite. Absolument. Et donc, Et pour et pour un bon myciculteur amateur, c'est important de connaître ces deux types d'organes distincts des champignons parce que pour moi, quand tu me dis qu'un champignon a des pores, je sais déjà de quoi il s'agit. C'est soit des polypores, soit des bolets. Mhm. tout à fait, tout à fait. Ça aide à les repérer, à les classifier. À les identifier. Tout à fait. Oui, Et du coup, votre sujet de thèse est-ce que ça a été par rapport à la mycologie tropicale, que vous avez donc passé votre doctorat? oui. Le thème de ma thèse était les associations des champignons symbiotiques dans les forêts du Sud Cameroun pour l'aménagement forestier durable. D'accord. Donc par rapport aux champignons mycorhiziens, c'est ça? Tout à fait, oui. Ok, super. Et du coup, ces champignons mycorhiziens, ils servent à quoi dans les forêts du Cameroun? D'ailleurs, j'ai écrit l'un de mes derniers livres cette année s'intitulait, en anglais, je traduis, Les champignons sauvent les forêts et réduisent le changement climatique. Et j'ai écrit, et ça a été soutenu par la communauté scientifique, s'il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de forêt. Parce que si vous voyez très bien là où vous êtes en France, tous les arbres que vous voyez là ne sont pas nourris par la fertilisation chimique, Tout à fait. ne sont pas abreuvés par de l'eau euh, que les gens apportent. Posez-vous donc la question,
Qu'est-ce qui explique le fait que les arbres demeurent verts et ne flétrissent pas en saison sèche comme ici chez nous dans les forêts tropicales humides? C'est parce que les champignons mycorhiziens, et pour pour le grand public, c'est ce que j'appelle des champignons symbiotiques. Ok. Ce sont des champignons qui nourrissent les arbres, qui apportent de l'eau aux arbres, qui protègent les arbres contre les pathogènes du sol, et mes deux derniers livres qui ralentissent le réchauffement climatique. Et Oui. comment ils ralentissent le changement climatique du coup? Alors, je précise, il y a une différence entre changement climatique et réchauffement climatique. Ok. Le réchauffement climatique concerne uniquement les paramètres de température, c'est-à-dire le froid ou le chaud, alors que le changement climatique englobe tous les éléments du climat, que ce soit la pluie, l'humidité, les vents. Et donc les champignons ralentissent euh, le réchauffement climatique dans les forêts. Les scientifiques du monde entier ont calculé qu'à peu près chaque année, les champignons symbiotiques ou forestiers séquestrent dans les sols l'équivalent d'environ 36% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et comment ça se passe? En réalité, cher ami Andrea, ce que tu cultives, et tu le Oui, connais très bien, ce n'est que la partie visible du champignon. tout à fait. Et tu commences à cultiver le champignon avec des mycéliums. Oui, Et tout à donc, fait. c'est ces mycéliums qui se trouvent dans toutes les forêts du monde, notamment chez les champignons ectomycorhiziens, qui donnent les chanterelles et les bolets et tout le reste qu'on ne peut pas cultiver. Et donc, c'est ça, dans ces mycéliums-là que le champignon stocke le carbone que les arbres pompent de l'air. Et vous savez que le carbone, c'est l'élément majeur du dioxyde de carbone, le premier gaz à effet de serre. Tout à Et fait. donc, lorsque les arbres pompent ce carbone de l'atmosphère, il descend à travers la sève le long du tronc et euh, vient être stocké dans les mycéliums de champignons dans les sols. C'est pour cela que euh, ma, comment dire, mon leitmotiv, c'est de conserver les forêts afin que les champignons puissent aider le monde entier à réduire d'un tiers Les émissions. l'augmentation des Ok. températures. Parce qu'en fait, ici, vous savez que plus le carbone et le CO2 est rejeté dans l'air, plus ça chauffe. Oui, Et parce que oui, non, allez-y. dites-moi, pardon, excusez-moi. Donc, Continuez. plus le CO2 est dans l'air, et comme le CO2 a une grande affinité pour la chaleur, donc plus les quantités de CO2 existent dans l'air, plus ça chauffe. Et donc, le tiers que les champignons forestiers gardent sous nos sols, dans nos forêts, est tellement importante que si ça disparaît, alors là, je n'ai pas envie de voir, de dire quelles seront les conséquences. Et c'est un aspect, malheureusement, qui n'est pas très bien pris en compte par les différentes conférences internationales pour d'autres raisons. Et c'est pour ça que nous avons écrit et que nous apprêtons justement à faire savoir aux gens que, attention, comme vous ne savez pas que les champignons stockent, nous aident à réduire, à ralentir le réchauffement climatique, alors gardez au moins les arbres que vous voyez. Tout à fait. Et en parlant de climat, pour nous mettre dans le contexte, vous avez quelle saisonnalité au Cameroun? Parce que je suppose que c'est différent de ce qu'on a, nous, en Europe. Et est-ce que vous avez une saison précise des champignons? Nous, par exemple, ça va être à l'automne que la majorité des champignons vous poussez. Vous, comment est-ce que ça se passe, la saisonnalité et du coup la pousse des champignons dans la nature? La saisonnalité des champignons au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara coïncide avec les périodes humides.
Au Cameroun, les champignons vont pousser de mars à novembre, selon les espèces et en variation, je dirais, d'année en année. Et donc, de mars, parce que nous avons deux saisons de pluie, une qui court de mars à juin et une autre, la grande, qui va d'août à novembre. Mais entre juin et août, parce que l'humidité reste, toute la période là, j'ai pu observer que on continue de collecter les champignons dans les forêts. D'accord. Et du coup, ça, c'est des périodes qui sont chaudes, ça coïncide avec l'été, ou c'est des périodes qui vont être plutôt tempérées. Non, non, non. En fait, la période d'été correspond avec entre c'est juin, juillet, août chez nous, Ok. et l'automne, c'est à partir octobre, novembre. Comme Mhm. chez nous, en fait. Ok, d'accord. Bah Et, oui. ok, d'accord. Et du coup, Oui. vous avez quand même une majorité des champignons qui ont besoin donc d'une température relativement chaude comparée à chez nous. Nous, la pousse des champignons, on va dire que c'est mars, avril et allez, octobre, novembre pour être large, quoi. Chez nous, c'est continu. Dès que ça commence en mars, c'est jusqu'à novembre. Cependant, je dois préciser que comme chez nous, il y a trois grands groupes trophiques des champignons, Oui, le, tout au long de mars à novembre, on n'aura pas toujours toutes ces espèces de champignons. Les champignons vont commencer à pousser en mars, ce sont les champignons des termites et quelques champignons de bois morts ou des litières. Mais la majorité des espèces de champignons forestiers, on va les retrouver là-bas vers septembre, octobre, novembre, un peu comme chez vous en automne. ok, très bien, je comprends. Est-ce que du coup, on trouve alors, les mêmes espèces en Afrique qu'en Europe? Parce que j'ai vu dans un de vos livres, par exemple, que vous aviez des Macrolepiota procera, que vous aviez des agarics champêtres, Agaricus campestris, que vous aviez des Suillus granulatus, des espèces qu'on retrouve en Europe. Mais est-ce que c'est exactement les mêmes que vous avez? Plus ou moins, je vais vous dire, le Cyrus granulatus, je l'ai mangé moi-même parce que un jour, il poussait devant mon laboratoire et en octobre, j'ai eu une grosse poussée, j'ai tout collecté, je suis venu manger au risotto. Donc, c'était vraiment le Cyrus granulatus de Roux. Cependant, je dois dire que, pour répondre à votre question, oui et non. C'est pas toutes les espèces qu'on trouve en Europe qu'on va trouver au Cameroun. Par contre, j'ai démontré dans ma thèse que certains genres de champignons qu'on pensait ne pas trouver dans les pays chauds comme les cortinaires et les inocibés, on les a bien sous forêt tropicale humide. Donc, pour me résumer, il existe beaucoup de genres de champignons qui sont communs aux deux continents, mais avec des différences d'espèces, mais on trouve aussi d'autres espèces. Par contre, le Cyrus granulatus dont vous parlez, il n'est pas originaire, je ne l'ai pas vu dans les forêts du Cameroun. On le trouve plutôt dans les pinèdes, c'est-à-dire que les champs de pin, les plantations de pin qui ont été importées avec la terre de pin dans les pays tropicaux, quoi. Donc, Ok. mais il y a un gros genre de champignons que les gens chez nous aiment beaucoup et qu'on ne trouve pas en Europe, ce sont les champignons des termites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ces champignons thermiques? Comment est-ce qu'ils poussent et à quoi ils ressemblent? Mais les champignons des termites ressemblent pratiquement à toutes sortes d'agarics, c'est-à-dire que c'est une sorte de parapluie, donc un chapeau avec un pied. Cependant, ils s'en distinguent parce que ils ont deux autres parties distinctes qui fait que c'est autant de choses que nous allons vulgariser. Sur le chapeau, le champignon des termites a toujours une sorte de mamelon. Parce qu'en Ok. réalité, c'est un champignon qui sort très loin du sol, dans le sol. Et c'est ce mamelon-là qui tire, qui pénètre la matrice d'argile jusqu'à la surface. Donc, tu as d'abord le mamelon. Et au niveau de la tige, il y a deux choses qui s'en distinguent, même si on trouve une chez les amanites, c'est que les champignons des termites portent une sorte d'anneau
qui est comme une sorte de jupe. Et Ok. maintenant, au milieu de la tige du champignon, elle va s'amincir tout au long et parfois atteindre 1 mètre de longueur en s'amincissant parce que, en fait, Un les mètre. champignons, oui, les champignons des termites poussent à partir des termitières. Vous avez dû voir des termitières, par exemple, en Australie, vous avez des termitières qui font dans les 4-5 mètres de hauteur. C'est à peu près la même distance que vous trouvez en profondeur, où se trouve la reine-mère et le roi de cette termitière-là. Et c'est de là-bas que part la cédorise. C'est ce que j'appelle la tige qui s'amincit. Donc, en D'accord. fait, la particularité des champignons des termites, c'est que ce sont des champignons cultivés par des espèces de termites bien précises. Et nous avons, les travaux des recherches auxquels j'ai participé ont montré que à chaque termitière, à chaque espèce de champignon de termite correspond une seule espèce de termite. Ah Je oui. vous dis, ah oui, je vous dis, sur le plan écologique, parce que j'avais eu la chance de participer à des travaux de recherche là-dessus une fois. Lorsque vous découpez transversalement une termitière pour arriver là-bas en bas pour essayer de récupérer la reine-mère, mais c'est comme un grand hôtel avec des, des, des chambres bien organisées. Et à l'intérieur des termitières, la température est constante toute l'année. Et sur le plan écologique, on a distingué 3 grands groupes parce que c'est des animaux qui vivent en société. Donc, vous avez les parents royaux, vous avez les soldats et vous avez les ouvriers. Et leurs fonctions sont tellement précises, tellement réglées que je crois que des gens m'ont dit qu'en réalité, le service de quart que les hommes ont mis en œuvre dans certaines entreprises, c'est à partir de l'observation de ce que font les termites dans les termitières. Donc, pour me résumer, les champignons des termites, c'est d'abord pourquoi on ne la trouve pas en Europe, parce que c'est une espèce qui se développe uniquement dans la zone intertropicale en association comment dire, stricte avec une espèce de termite. Et il faut de la chaleur. Et moi, dans mes études dans les forêts du Cameroun, je n'ai pas vu les termitières là c'est inondé. C'est toujours sur le sol bien sec là. Et ça, c'est normal parce que ce soit les termites ou les champignons, ce sont des animaux, ce sont des organismes aérobes. Ils ont besoin d'oxygène à tout moment. Donc, et le champignon lui-même qui sort généralement, il a un mamelon sur le chapeau, une cerise, et c'est-à-dire la tige, à partir du chapeau, s'allonge dans le sol en s'amincissant. Et en haut de la tige, du pied, vous avez un anneau en forme de jupe. C'est souvent spectaculaire quand vous voyez ça sur le terrain. Ok. Oui, j'ai vu quelques images. C'est vrai que ce sont des énormes champignons. Et du coup, à quoi ils servent aux termites, ces champignons? Ils les mangent après? À quoi servent les champignons thermiques? Oui. Mais en fait, sur le plan écologique, pour vous dire, toute l'histoire, c'est que à l'intérieur d'une termitière, vous avez une symbiose de 4 organismes différents. Le champignon, lui, il va digérer. Qu'est-ce qui se passe? Le termite va apporter des, euh, des débris de bois, des débris de végétaux, et c'est le champignon qui va mâcher ces débris de végétaux jusqu'à un Ok. certain degré que le termite va, les termites vont, vont avaler. Mais à l'intérieur du tube digestif des termites, il existe 2 différents types de bactéries. Et ce sont ces bactéries-là qui vont décomposer euh, la matière organique partiellement digérée par les champignons pour donner
aux termites l'azote et d'autres éléments nutritifs. C'est d'ailleurs pour cela que quand on parle du changement climatique, les termites forestiers constituent une source d'émission de méthane. Ah, ok, Ah ben oui, ok, les termites constituent une source d'émission de méthane importante. ok. Oui, Je suppose que c'est quand même moins important que les vaches, par exemple. Nous, oui, non, c'est la troisième source, effectivement. Oui, oui, c'est la troisième source. Mais elle est importante. ok. Vous savez, à la fin de la journée, lorsqu'il faut dire qu'est-ce qui nous fait que le climat chauffe beaucoup, beaucoup là, on ne doit négliger personne. Toutes C'est les vrai, sources d'émissions, c'est oui, vrai. c'est la troisième source d'émission des méthanes. Oui, oui, le deuxième gaz à effet de serre. Ok, super intéressant, super Ouais. intéressant. Et du coup, est-ce que tous ces champignons qui poussent donc au Cameroun, euh, alors, vous voyez, nous, en France, on a pas mal de champignons, mais ça reste, si vous voulez, un, peut-être un condiment qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire quelque chose qu'on va se servir de temps en temps dans une recette. Euh, Est-ce que vous, quelle importance ils ont les champignons ou quelle importance ils peuvent avoir au Cameroun? Mais les champignons ont une grande importance alimentaire dans les zones rurales que j'ai faites. Par exemple, lorsque je parle de certaines espèces de champignons, des termites, lorsque c'est la saison des termites, les gens vont vous dire que ça remplace la viande. Lorsque c'est les chanterelles dans les zones forestières, il y a toute une chanson sur la chanterelle commune que les populations m'ont dit parce que pour eux, c'est comme la viande. Je crois même que au cours de certaines de mes interviews, les pygmées, non, je vais dire les peuples autochtones de certaines régions du Cameroun me donnaient les noms des champignons qui sont équivalents à de la viande de certaines espèces d'animaux sauvages. Donc, de ce côté-là, sur le plan l'importance culinaire, les peuples qui connaissent les champignons au Cameroun trouvent qu'ils ont beaucoup de saveur et d'autres peuples comme dans les, dans les régions anglophones du Cameroun où j'ai été, on m'a montré des espèces de champignons qui ont des bienfaits médicinaux et beaucoup de vertus thérapeutiques. Je me rappelle toujours comment une vieille maman du côté du nord-ouest Cameroun m'avait montré l'espèce de champignon que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu avant ailleurs, euh, qu'elle utilisait ça pour soigner le cancer du sang. Mes Ah oui. étudiants qui étaient avec moi me regardaient comme ça, là, je dis, mais oui, ce qu'elle dit est vrai. Et c'est quand je leur ai dit que mais cette espèce, les Chinois l'utilisent depuis 1000 ans et mettent ça depuis dans les gélules et les tisanes à travers le monde, le ganoderma, ce qu'on appelle le polypore luisant. Les étudiants n'arrivaient pas. Je dis oui, c'est ça. Parce que nous, j'avais appris à mes étudiants que quand nous allons en enquête ethnomycologique, nous allons d'abord apprendre des populations locales. Et là, j'en ai beaucoup appris. Hein. Je crois même que j'ai oublié beaucoup. Oui, oui, C'est oui, oui. très intéressant. Donc, il y a vraiment, en fait, une très forte diffusion culturelle et même utilisation donc des champignons chez vous. Après, du coup, je suppose que ces utilisations donc médicinales ou même alimentaires, elles restent régionales. Ou est-ce qu'elles sont quand même relativement diffuses dans toute l'Afrique? Vous voyez, vous me parliez d'un peuple qui utilise certains champignons, d'un autre qui utilise les champignons médicinaux. Euh, est-ce que, est-ce que finalement, nous, voyez, en France, on va parler par exemple du cèpe. Tout le monde va connaître le cèpe. Mais dans certaines régions, il va y avoir certains champignons qui seront connus que par certaines populations. Mhm. Mais disons que le travail que j'ai fait, et j'espère le poursuivre, c'est justement que je me suis rendu compte que c'est pas encore comme chez vous en Europe. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été en Europe, aux Pays-Bas, j'ai été au Canada, j'étais en Amérique, où j'ai vu un peu ce qui se passe autour du champignon.
Ce n'est pas ce qui se passe ici au Cameroun notamment, où je connais. Parfois même, j'avais eu l'impression que dans certaines localités comme à l'Est, j'avais travaillé avec les peuples autochtones Baka. Euh, L'information ne passait pas chez la personne qui connaissait. Pourtant, moi, quand je partais, je savais déjà à peu près quelles espèces de champignons je peux trouver et j'avais pour que on m'en montre de nouvelles ou bien que parce qu'en fait mon problème n'est pas comme c'est pour ça que j'écris beaucoup maintenant je m'apprête à le faire une diffusion dans tout le pays mais c'est pas comme chez vous c'est-à-dire que jusqu'ici je peux dire que même si j'ai pas fait d'enquête la grande majorité des Camerounais connaissent peu l'importance et la valeur des champignons Ok. et surtout que les quelques personnes qui qui ont été formés pour cultiver les champignons au Cameroun en font une affaire personnelle. C'est-à-dire que comme ça leur apporte de l'argent, ils ne sont pas beaucoup trop ouverts à diffuser l'information. Hein. Or, je dis que c'est quand tu dis aux gens que, écoute, les champignons, ça a une importance à la fois nutritionnelle et médicinale, ben là, il va dire, mais tiens, c'est ça? Oui. Bon, mais ici, c'est pas encore ça. Ah, alors, C'est vraiment pardon, finissez. non, non, je disais que moi, j'avais participé aux Pays-Bas. Vous savez, aux Pays-Bas et partout en Europe où j'ai été, il existe des sociétés de mycologues amateurs. Il n'y en a pas encore ici. C'est-à-dire que des gens se disent, bah, écoute, on va aller dans telle ou telle forêt parce que c'est la saison, chercher des espèces de champignons. Peut-être qu'on va en trouver de nouvelles. Moi, quand D'accord. j'étais beaucoup de mycologues amateurs nous apprenaient beaucoup plus que nos professeurs. Hein. Ah Oui. oui, ok. D'accord. Vraiment des passionnés. Oui, Mhm. c'est vrai que je suis dans une association de mycologie et s'y connaissent bien. Mais pour revenir au secret un peu qui entoure la myciculture au Cameroun, en tout cas, en Europe, je peux pas dire, je sais pas, mais en France, il y a quand même une chape de plomb sur certaines connaissances aussi. Quelqu'un qui cultive X ou Y champignons rares, il va pas donner ses secrets de culture, c'est certain. Il y a que dans les grandes industries, nous on a l'industrie par exemple du champignon de Paris qui est très développée, où là les Depuis connaissances sont longtemps. relativement diffuses. Oui. L'industrie, c'est quoi que le champignon de Paris, ça se cultive, c'est quoi, c'est le 19e siècle? Oui, c'est Sous ça. les... Donc, ici, on n'a plus peur vraiment de la petite concurrence. Parce que, puisque si je le veux, à la sortie de cette interview, je vais au centre-ville de Yaoundé, je vais trouver le champignon de Paris dans une boutique. Ah oui, vous l'avez C'est aussi chez vous. Ok. Il est cultivé sur place ou vous Non, l'importez? non, moi, je vais l'acheter dans la boutique, à peu Ok. près à 10-15 minutes de ma maison. Ok. Donc oui, c'est vraiment partout le champion de Paris. Pour revenir rapidement sur ces peuples autochtones donc qui mangent des champignons, est-ce que alors à quel point c'est important? Est-ce que s'il n'y avait pas de champignons dans leur vie, dans leur région, est-ce que ça serait vraiment une perte alimentaire importante? Non, Non, ok. parce que les peuples autochtones, nous avons eu un projet là-dessus. J'ai même écrit avec une collègue où nous avons recensé quels sont les produits forestiers non ligneux exploités par les peuples autochtones pendant une année. Et c'est d'ailleurs pour ça que on a beaucoup de problèmes à les scolariser chez nous parce que en fonction des saisons, je me rappelle une fois, c'est de février en décembre, les peuples autochtones savent exactement où aller et collecter tel ou tel type de produits forestiers non ligneux ou des sources alimentaires à partir d'animaux. Non, 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 pas de problème. Mais lorsque la période des champignons arrive, écoute, les peuples autochtones, c'est des champions. C'est des Ok. champions. Ouais. Je ne crois même pas que, et parce on avait publié là-dessus, on a publié avec les peuples autochtones du Sud et de l'Est Cameroun, ils connaissent mieux. En fait, je pense que si je repars en forêt maintenant,
avec les livres que j'ai produits, ils vont me donner beaucoup plus d'informations que je n'ai pas pu recueillir avant. Hmm. Ok. Modestement, j'estime qu'ils connaissent mieux que moi les champignons de leur terroir. Ah oui, j'imagine si c'est depuis qu'ils vivent là depuis des années, ils Ah ont d'avoir une connaissance de l'environnement approfondie, surtout avec ce savoir que nous on a très peu en France métropolitaine de savoir prélever à la nature des choses. Nous on va plutôt aller au supermarché et ça va s'arrêter là. On n'a pas cet approfondissement avec la nature où bon, il y a certaines personnes qui vivent dans des zones rurales qui vont savoir quand prélever tel champignon, l'arbre qui va donner des noisettes ou aller chasser un animal. Mais, tout à mais ça existe quasiment plus chez nous. C'est... fait. Oui, le paysage agraire européen en général a été profondément transformé depuis des centaines d'années, hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, Donc, c'est, oui, c'est- parce qu'à un moment donné, la forêt a servi de source d'énergie et c'est lorsqu'on coupe des arbres, ça ne renaît pas tout de suite, hein. et oui, tout à fait. Pour revenir Mhm. à la myciculture, donc, en Afrique, il y a notamment au Cameroun, vous avez quelques personnes donc, qui cultivent des champignons de manière, on va dire, plus ou moins secrète, parce que du coup, on ne donne pas forcément ces secrets, ça peut se comprendre. En France, c'est pareil. Mais quelles sont les méthodes de culture qui fonctionnent bien chez vous? À présent, il n'y a qu'une seule méthode qui est utilisée, celle de plate-bande dans les championnières, avec comme matière organique, substrat organique, les rafles de maïs. Ok, C'est ce que tout le monde fait, quoi. d'accord. Parce que c'est un substrat Normalement, qui... la seule espèce cultivée, c'est les pleurotes. Ok. Ce sont les pleurotes souches chinoises, malheureusement. Ah oui, vous avez... oui, ok, d'accord. Bah, nous aussi, hein, majoritairement. Il y a pas d'espèces très très locales qui sont cultivées. Et du coup, est-ce qu'il y a des champignons que vous cueillez donc naturellement chez vous qui pourraient être du coup introduits en culture et donc plus davantage, on va dire, facile à cultiver par le fait que climatiquement, les conditions, ces champignons, ils les connaissent déjà, vu ils sont natifs de cet environnement. Est-ce qu'il y a des champignons qui peuvent être cultivés de cette manière chez vous? En fait, j'ai écrit tout un livre dessus, hein. Au Cameroun, il y a une centaine d'espèces de champignons qui peuvent être cultivés et à majorité, j'ai recensé dans nos forêts une dizaine d'espèces de pleurotes qui peuvent être cultivées très, très facilement. Et il y a aussi le champignon de paille, il y a le fameux champignon oreille de Judas, le fameux Enotaki, le flammulina des Japonais. Oui. Bref, euh, au moins 100, j'ai tout un livre là-dessus. Et C'est moi, celui que je j'ai, je propose, crois, champignon cultivable du Cameroun. oui, tout à fait. Oui, Ok, d'accord. oui, Et, euh, Et du coup, en fait, finalement, donc il y a quand même la myciculture qui naît par chez vous, donc avec les pleurotes, les rafles de maïs, donc qui sont un substrat connu, bien connu en fait de chez vous. Mais oui. euh, finalement, en fait, qu'est-ce qui pourrait accélérer un peu le développement de la myciculture en Afrique dans les prochaines années? Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pour que la culture des champignons se développe? Je pense qu'il faut que je relève les contraintes qui freinent l'expansion de la culture du champignon au Cameroun en ce moment. Vous avez d'abord la contrainte technique. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, vous qui produisez les champignons, quand même que il faut une certaine technique pour maîtriser la culture des champignons comme ça se fait en ce moment. Tout à fait. Vous avez aussi que l'investissement initial est un peu élevé. Euh, et on a nous avons une grosse contrainte chez les myciculteurs que je connais, c'est
d'avoir régulièrement les semis de champignons, le blanc de semis. Ok, Et maintenant, tout cela, si on veut rendre le Cameroun comme une sorte de hub dans la culture des champignons, c'est quand même aussi un problème politique, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture en particulier devrait voir dans quelle mesure mettre, développer une chaîne de valeur sur la culture des champignons. carrément. Parce que la chaîne de valeur, c'est comme j'ai dit, que si je veux tout de suite, là, je peux descendre acheter les champignons de Paris. C'est ça la chaîne de valeur. C'est peut-être l'un de chez vous qui a produit ça là-bas, l'avion a transporté, quelqu'un d'autre a commandé. C'est ça la chaîne de valeur. Donc, vous avez tous ces éléments qui font que je crois que euh, il faudrait organiser tout cela, mais par-dessus tout, je pense que la formation sur la culture des champignons dans les campagnes et les villes, notamment pour les jeunes, les femmes, toutes ces personnes défavorisées, tout azimut, devrait promouvoir dans les années à venir la culture des champignons au Cameroun et en Afrique, parce que les gens ne sont pas formés. Donc, il Donc faut les c'est former. un accès à la connaissance, quoi. Ah ben oui, Ok. Et parce ben que oui. finalement, là, donc, vous me disiez, vous avez les rafles de maïs, les pleurotes, mais globalement, je suppose qu'il y a autre chose chez vous qui pourrait servir de substrat. Et donc, on a parlé des pleurotes, notamment toutes ces espèces qui pourraient très bien être cultivées pour être par la suite commercialisées, quoi. C'est vraiment un accès à la connaissance qui manque, quoi. Ouais, ouais. Parce que les gens ne savent pas au Cameroun que dans nos forêts, on a 10 espèces de champignons de pleurote. La souche de pleurote qui est en ce moment, qui est cultivée au Cameroun en ce moment vient de la Chine. C'était un projet chinois. Quand j'ai appris ça à mon retour des études, j'ai dit, mais c'est pas possible. Aller dans nos forêts. Et le problème, c'est que les populations connaissent ces pleurotes et les mangent. C'est-à-dire que quand, bon, puisque ça pousse sur les troncs d'arbres en décomposition dans les jachères, dans les champs, j'ai rencontré une dame l'autre jour qui me demandait que, est-ce que si ça sèche, je peux toujours manger? J'ai dit, normalement, euh, on peut toujours cuire, mais je suis pas sûr. La seule chose que je sais, c'est que lorsque le champignon sèche au soleil, sa teneur en vitamine D augmente. Bon, mais maintenant, quelle sera la saveur, tout le reste, je ne sais pas. Donc, il faut former les gens parce que quand je dis que je forme les gens sur la culture des champignons à domicile avec du plastique et du carton, mais je leur dis déjà quels sont les champignons qu'ils peuvent trouver tout autour des forêts de voisins de leur domicile et qu'ils peuvent domestiquer à la maison. Ok, super, super Et, et, pertinent. et, et la technique en question lève toutes les contraintes que j'ai citées très haut. Vous n'avez pas besoin de championnière. Vous n'avez pas besoin d'argent en réalité pour cultiver les champignons à domicile avec du plastique et du carton. Vous avez juste besoin de bouteilles vides d'eau et de vieux cartons et une souche de champignons que vous voulez multiplier à la maison. Vous avez dû voir ça dans le livre. Tout à fait. C'est écrit même en sous-titre. Cultiver les champignons à la Ouais. maison avec du carton, oui, tout à fait. Et oui, c'est vrai que rien que cette méthode que vous présentez, qui est très simple, ben, ça peut permettre de mettre la main à la pâte avec, notamment avec les pleurotes. Avec les pleurotes, c'est sûr, j'ai essayé, ça fonctionne. Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Et même que je vais vous dire que nous avons une espèce de champignon, le champignon de paille, qui est cultivé industriellement en Asie du Sud-Est comme en Thaïlande, qui pousse dans les palmeraies de la côte camerounaise. Ça aussi, on peut les mettre en culture avec la même technique, quoi. Ok. Oui, Alors, la Volvaire volvacée, c'est ça que nous on l'appelle? Volvaria volvacea? oui, oui, C'est ça. c'est la Ok, bonne verre. ok. Et vous la cultivez sur de rafles de maïs aussi, cette espèce? Non, c'est pas encore cultivé, mais je dis qu'on peut la cultiver Ah, euh, d'accord, pardon. avec la technique de, de la bouteille plastique et du carton. Ok.
Oui, oui, tout à Oui, fait, oui, c'est vrai. C'est une espèce lignivore aussi. tout à Ok, fait. ok. Eh bien, écoutez, docteur, merci beaucoup ben, pour tout ce que vous avez partagé, pour cette vision des champignons que je connaissais pas, que beaucoup de nos auditeurs ne connaissaient pas non plus. Merci pour tout ça. Est-ce que, avant de nous quitter, vous avez des réseaux sociaux où on peut vous suivre, ou certains sites sur lesquels on peut trouver vos livres? Mais mes livres c'est dans Amazon et il y a beaucoup de boutiques numériques qui les distribuent. Ok. Bon, mais je dois dire que je suis un chercheur du 19e siècle. Je ne suis pas encore habitué aux réseaux sociaux. Et donc, je crois que peut-être l'année prochaine, lorsque je lance vraiment la distribution par moi-même, que je vais m'y pencher. Ah, Euh, Vous avez vu que écrire 15 livres en 15 mois, je n'ai pas envie de vous dire combien ça me prend nuit et jour. Donc, n'avais pas le temps de me pencher sur cet autre aspect-là. je Oui, comprends parce que, parfaitement. comme j'ai dit, m'étant rendu compte de l'importance nutritionnelle, médicinale et environnementale des champignons, et surtout que le grand public connaît très, très peu cela, et le grand public meurt de faim, le grand public meurt de maladies chroniques. Alors, je me suis attelé d'abord à écrire. Ensuite, maintenant, je pense qu'on va y arriver avec les réseaux sociaux. Mais je peux déjà utiliser les tiens, quoi. Et comme je dis, Amazon distribue la plupart de mes livres. Mhm. Ok. Et peut-être un dernier mot pour finir, qu'est-ce que vous avez prévu euh, pour l'avenir? Donc, continuer à écrire des livres, éduquer Oui, les populations du Cameroun, principalement? oui, oui. La première des choses que je fais, c'est de voir comment l'information, je peux la distribuer partout au Cameroun et surtout essayer d'implémenter la culture des champignons à domicile avec du plastique et du carton, si cela peut résorber tant soit peu le chômage, si cela peut redonner, de, peut contribuer à la sécurité alimentaire, parce que j'ai dit, si une femme sait cultiver ses champignons à la maison, même si elle ne les vend pas, elle va en préparer, elle va manger avec ses enfants. Voilà, j'ai gagné. Et ensuite, j'ai un autre gros projet, c'est celui de l'éducation ludique des jeunes sur le changement climatique, parce que ça aussi, c'est un domaine d'expertise. Tu verras les livres dès que j'ai arrêté de distribuer ceci. Ouais. Ok, mais, Mm. super, je prends note. Mais écoutez, en description du podcast, vous trouverez donc tous les liens pour le livre du docteur Néret. Et Merci. lorsqu'il aura créé, je mettrai également donc son profil sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez le suivre. Voilà. Oui, vous voulez un dernier mot? Non, non, Andrea, je n'en ai pas. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, docteur. J'ai envie de vous dire à bientôt, et bonne continuation dans le monde des champignons. Merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite déjà mes vœux les meilleurs pour les fêtes de fin d'année. Et à bientôt, certainement, qu'on va se retrouver un jour. Tu m'as dit que tu es à Paris ou bien tu es... Moi, je suis à Pau, docteur, du coup. Oui, à Pau plutôt. Voilà. Bien, c'est pas loin, c'est à 6 heures de vol de Yaoundé, hein. Eh ben, Écoute, vous êtes bienvenu, hein. Vous êtes le bienvenu pour voir nos techniques de myciculture. Vous êtes bienvenu. merci beaucoup. Merci à vous. Allez, merci beaucoup, Andrea, et à bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez débuter la culture des champignons comestibles et médicinaux, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre e-book, le guide débutant de la culture des champignons, sur notre site cultiverleschampignons.com. À bientôt!